Bienvenue au château, je m'appelle Vivien Destro, je suis écrivain. Dans ce podcast, nous explorons nos racines pour en tirer le meilleur, découvrir des récits inspirants et écrire à notre tour les plus belles histoires qui soient. Bonjour à tous, j'étais ce week-end au Salon du Vin de Saint-Denis-les-Bourgs. C'est juste à côté de Bourg-en-Bresse, donc un peu au nord de Lyon, à 1 heure à peu près de voiture. Et voilà, j'ai passé un très très bon moment. Je salue ceux qui y étaient et qui écouteront ce podcast. Voilà, on a passé vraiment deux belles journées avec une bonne organisation, pas mal de visiteurs, pas mal de succès aussi au niveau des ventes. Donc vraiment, tout était réuni pour qu'on passe un bon moment. Et puis, écoutez, ça m'a permis aussi de visiter cette petite région que je ne connais pas du tout. Je crois que j'avais déjà traversé la région il y a quelques années, mais sans m'arrêter. Et donc là, j'ai pu passer 2 jours et surtout la soirée, hein, parce qu'en journée, on était sur le salon, donc c'était un peu compliqué. Mais en soirée, j'ai pu passer à Bourg-en-Bresse, regarder un petit peu le centre-ville, tout ça. Et il y a un monument en particulier à Bourg-en-Bresse qui est vraiment incontournable. C'est bien évidemment le monastère de Brou. Donc je ne connaissais absolument pas cet endroit. C'est un bâtiment vraiment exceptionnel avec une architecture très particulière, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. Et de fait, c'est pas une architecture française, hein. En fait, c'est une architecture brabançonne qui nous vient des Pays-Bas, donc très particulier. Et forcément, en voyant ce monastère, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé le sujet pour le prochain épisode de podcast. Forcément, il va falloir que je parle de cet édifice absolument somptueux et que je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce monument, quelles sont les histoires. Donc évidemment, bon, bah, j'ai commencé à faire mes recherches et inévitablement, comme toujours lorsqu'il s'agit de l'histoire de la France, vous commencez à plonger dans des histoires sans fin, avec des racines qui sont vraiment extrêmement profondes et qui sont surtout bien plus profondes que ce à quoi on pouvait s'attendre vraiment de prime abord. Alors, je vais vous donner un petit peu le cadre concernant ce monastère. En fait, on se rend compte assez rapidement, hein, quand on commence ces recherches, que le monastère il a été bâti par Marguerite, qui était archiduchesse. C'est difficile à dire. Marguerite, qui était archiduchesse d'Autriche, qui a bâti ce monastère à la mémoire de son mari, donc Philibert le Beau, et qui est mort assez jeune, hein, en 1504. Je crois qu'il avait 24 ans, donc voilà, très très jeune. Maladie assez soudaine, et puis il est décédé, et donc Marguerite d'Autriche a décidé de bâtir ce monastère à sa mémoire. À l'époque, donc, vous comprenez, hein, si on parle de Marguerite d'Autriche, que la région était contrôlée non pas par la France, mais par les Autrichiens, par les Habsbourg. Les Habsbourg, vous savez, c'est cette grande dynastie européenne, hein, parce qu'elle a différentes branches et étant ces différents liens au travers de toute l'Europe du 15e au 18e siècle, on va dire. Et les Habsbourg donc contrôlaient cette région-là. C'était une région, la région de Bourg-en-Bresse, et de manière plus générale la Franche-Comté, était un carrefour stratégique, hein, pour cette dynastie, parce que en fait vous aviez deux grands territoires contrôlés par les Habsbourg. Vous aviez évidemment l'Autriche et le nord de l'Italie, certaines possessions italiennes, et puis ce qu'on appelait les provinces de Hollande, donc les Pays-Bas et la Belgique actuelle. Donc tout ça était contrôlé par les Habsbourg. Et donc vous aviez cette petite bande de terre là qui passait par la Lorraine, comme dirait la chanson, et donc qui passait également par la Franche-Comté. Donc c'était vraiment un territoire stratégique qui était revendiqué, convoité par les différentes puissances et notamment par le Royaume de France. Donc le Marguerite d'Autriche va justement, pour rendre hommage à son mari, comme je le disais, acheter le prieuré qui se situait à cet endroit, à Bourg-en-Bresse, et elle va demander ensuite l'autorisation du pape de bâtir un monastère plus imposant à sa place. Donc le monastère que l'on peut voir aujourd'hui.
Mais un prieuré, donc le prieuré qui était là avant le monastère, un prieuré en fait c'est tout simplement un monastère qui est plus modeste, qui est dirigé par un prieur. Et ce prieuré, il peut être soit indépendant, soit sous l'autorité d'une abbaye. Ce prieuré en particulier, donc, qui se situait à Brou, donc c'est vraiment une localité qui était toute proche de Bourg-en-Bresse. Et d'ailleurs aujourd'hui, le monastère de Brou se situe dans la ville de Bourg-en-Bresse, parce que la ville a grandi au fur et à mesure des années. Et donc ce prieuré qui se situait là avait été fondé plus de 5 siècles auparavant, en 926, par Saint Gérard de Mâcon. Donc Mâcon, c'est une ville qui est située à une trentaine de kilomètres à l'ouest, donc sur la Saône. Et en fait, en découvrant un petit peu l'histoire de ce personnage, de Saint Gérard de Mâcon, eh bien, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait un parcours tout à fait intrigant. Et évidemment, eh bien, nous allons en parler dans cet épisode. Alors, comme à chaque fois, il faut, pour comprendre l'action, les décisions d'un destin, d'un personnage historique, il faut évidemment comprendre le contexte dans lequel se place cette action. Euh, Surtout si l'on considère que la période qu'on va aborder, donc le Xe siècle, c'est une période qui est maintenant éloignée de plus d'un millénaire de notre époque. Donc il y a évidemment des références qu'on n'a pas, il y a évidemment des comportements, une manière de voir le monde qui est drastiquement différente de ce que nous, on a l'habitude de voir de nos jours. Et donc il faut remettre tout ça en perspective pour bien comprendre dans quelle action se situait et dans quel contexte se situait Saint Gérard de Mâcon. Alors, déjà d'un point de vue géopolitique. La carte de l'Europe, elle est dessinée par le traité de Verdun en 843. Alors c'est un événement qu'on a l'habitude de voir à l'école. Et bien tout simplement, vous savez, vous vous souvenez, c'est ce traité qui va séparer l'empire de Charlemagne entre les petits-fils survivants. Et qui va comme ça démanteler cet immense empire et qui va donner d'une certaine manière naissance à la France, en tout cas à une sorte de France qui commence à se dessiner, et puis également à l'Allemagne. La France, donc ce qu'on appelait à l'époque la Francie occidentale, elle va être dirigée par un roi qui s'appelait Charles II le Chauve, qui va régner de 840 à 877. Et donc c'est ce territoire qui va devenir plus tard la France. D'un point de vue plus général, d'un point de vue des menaces, eh bien, il faut savoir que ce royaume de Francie occidentale, il est constamment attaqué par des attaquants extérieurs, et notamment par les Normands, qui sont des populations nordiques. Vous savez que un peu plus tôt, les Normands, donc les Vikings, avaient réussi à récupérer ce duché de Normandie où il s'était installé. Et tout au long de ce siècle, eh bien, vous allez avoir des attaques perpétuelles des Normands qui vont partir avec leurs dracars, avec leurs navires, et remonter comme ça les différents fleuves de France, de ce royaume de Francie occidentale, pour commettre euh, des attaques, pour faire du butin, pour récupérer des esclaves, etc. Donc ça va avoir un impact extrêmement important sur la situation sécuritaire à l'époque. Et en plus, ces Normands, ils ne se contentent pas d'attaquer uniquement des fleuves qui sont situés, on va dire, sur la façade de la Manche et la façade atlantique. Ils vont également faire tout le tour de l'Espagne et remonter, y compris par le Rhône. Donc c'est vraiment un fléau qui concerne tout le royaume. En plus de ces Normands, vous avez également des Magyars. Donc les Magyars, ce sont les ancêtres des Hongrois d'aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont nomades et qui vont attaquer un peu à la manière des hordes qu'on avait déjà vu passer quelques siècles auparavant, comme Attila. Et ces Magyars, eh bien, ils vont commettre aussi des raids sur le royaume et provoquer d'importantes destructions. Et puis, il y a aussi les Maures. Donc les Maures, ils vont attaquer principalement le sud du royaume, vu que les Maures, ils viennent d'Afrique du Nord, et qu'ils se sont installés depuis un peu plus d'un siècle maintenant dans la péninsule ibérique. Et donc depuis les Pyrénées, depuis la mer, eh bien, ils attaquent le royaume et ils commettent également des destructions.
Donc, tous ces combats qui sont permanents, hein, finalement. Vous avez en permanence des Vikings qui attaquent, des Hongrois, des Morts. Eh bien, ces combats vont entraîner une profonde mutation de la société de l'époque. Avant, on avait principalement des propriétaires terriens qui étaient, d'une certaine manière, les héritiers de grands domaines terriens et d'une vision qui remontait à l'époque impériale romaine. Et ces propriétaires terriens, peu à peu, à force de toutes ces guerres et de tous ces massacres et de la détérioration de la sécurité, eh bien, ils vont être supplantés par une nouvelle élite guerrière qui naît principalement dans les combats contre ces envahisseurs étrangers. Cette élite, vous la connaissez déjà, ce sont les nobles. Et ils vont régner sur le pays pendant près de 1000 ans, hein, finalement. Le problème, parce que évidemment quand on pense à la noblesse aujourd'hui, on pense à la chevalerie, on pense à des gens vertueux, on pense à des gens courageux, dévoués pour le reste de la société. Euh, enfin, en tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Évidemment, on peut avoir d'autres visions, peut-être, comment dire, un peu plus prédatrices, si on se place dans une, on va dire, dans une vision de lutte des classes. Mais en tout cas, voilà, on a aussi quand même, il faut pas se le cacher, on a cette vision du chevalier qui a certaines vertus et une morale. Le problème, c'est qu'à cette époque, ce sont donc des guerriers et qui n'ont, il faut le dire, hein, ils n'ont pas vraiment de limite morale, hein. Ils sont prêts à tout et la seule règle qu'ils connaissent finalement, c'est la loi du plus fort. Donc, ils vont, donc ces nobles en fait vont une fois qu'ils auront réussi à défendre le royaume et à se battre, à vaincre les différentes menaces qui pèsent, eh bien, ils vont, vu qu'ils sont forts, vu qu'ils ont accès à de l'armement, vu qu'ils ont réussi à se constituer en bande, eh bien, ils vont mener des actes de prédation contre la population, contre les biens de l'Église, et finalement, ils vont devenir, alors qu'ils étaient censés euh, protéger le territoire, ils vont devenir eux-mêmes un danger pour le territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pendant une grande partie du Moyen Âge, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Vous avez comme ça des bandes qui se constituent pour se battre contre les Anglais. Et quand on n'a pas la possibilité de se battre contre les Anglais, eh bien on se met au service de tel ou tel seigneur, ou alors même on va commettre des larcins, euh, on va faire des embuscades sur les routes pour attaquer les marchands, etc. Et donc toutes ces bandes vont devenir un véritable problème par la suite. Et donc, à force de ces attaques extérieures et puis de la constitution de ces bandes autour de cette nouvelle élite guerrière, on va avoir une situation pour le royaume qui devient très très difficile. Et comme c'est souvent le cas, hein, vous vous souvenez du dernier épisode sur les guerres de religion, et évidemment, au moment où vous avez ce genre de situation un peu difficile, eh bien, en parallèle, vous avez un pouvoir royal qui est très faible. Et on peut le dire, à cette époque, il est même quasiment symbolique. Je vous fais un petit résumé, hein, des différents règnes qui se sont succédés. Donc vous avez Louis II le Bègue, donc de 877 à 879, donc à peine 2 ans, qui a succédé à Charles le Chauve. Puis vous avez Louis III de 879 à 882, là 3 ans, un petit peu mieux. Et la problématique par contre en ce qui le concerne, c'est qu'il va co-régner avec Carloman III, qui était un souverain d'une autre partie de l'Empire. Et lui, donc à la mort de Louis III, va régner en plus de 882 à 884. Donc là, 2 ans. Finalement, après cette petite période d'instabilité, c'est l'empereur Charles le Gros qui va récupérer le contrôle sur la Francie occidentale et va essayer de reconstituer l'empire de Charlemagne. Lui ne va régner sur cette partie-là que de 884 à 887, donc à peine 3 ans. Finalement, Charles le Gros, eh bien, il va être déposé par les grands seigneurs du royaume, qui déjà à l'époque ont une influence considérable et qui font partie finalement de cette élite dont on parlait tout à l'heure, de cette noblesse naissante. Les grands seigneurs donc, vont déposer l'empereur Charles le Gros et confier le pouvoir au comte Eudes,
qui va régner de 888 à 898. Alors pourquoi confier le pouvoir à ce personnage? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui avait une influence considérable dans le royaume, et surtout c'est quelqu'un qui avait montré une véritable efficacité, notamment dans la défense de Paris contre les Vikings. Finalement, après la mort du comte Eudes, eh bien, vous avez le fils survivant de Louis II le Bègue, donc, qui avait régné de 877 à 879, donc un peu plus de 20 ans auparavant, qui va réussir à reprendre le pouvoir et il va régner sous le nom de Charles III, dit le Simple. Donc je sais pas, je sais pas qui choisit les surnoms, mais je vous avoue que si j'avais été roi de France et que j'avais eu le surnom de Le Simple, je pense que je l'aurais mal pris. Enfin bon, il s'appelle comme ça, Charles III dit Le Simple, et il va régner de 898 à 922. Donc il va se réinstaller au pouvoir. Alors Charles III, si vous voulez un peu une référence pop, on va dire, pour remettre dans le contexte, si vous avez vu la série Viking, c'est le roi qui a la charge de défendre Paris contre Ragnar. Je crois que c'est dans la saison 3, il me semble, ou la saison 2 ou la saison 3. Vous savez, vous avez Ragnar qui vient avec ses amis piller joyeusement le royaume franc, et donc c'est Charles III qui est un roi en plus présenté dans la série comme faible, qui va défendre la ville contre Ragnar. La, et donc, en fait, on se situe à peu près, voilà, avec le règne de Charles III. Ce règne-là va couvrir à peu près l'épiscopat de Saint-Gérard, donc notre Saint-Gérard de Mâcon, qui va avoir la charge de l'évêché de Mâcon de 896 à 926. Donc, à peu près sur ces dates-là de règne de Charles III le Simple, qui règne de 898 à 922. Alors, pour terminer de vous donner un peu l'idée du chaos qui règne à cette époque, en fait, il faut rappeler que Charles III, à la fin de son règne, il a carrément été capturé par l'un des grands seigneurs féodaux, donc un de ses vassaux. Hein. Il a été capturé et il est mort en captivité euh, après 4 ans de captivité. Donc, vous imaginez quand même qu'on est dans une période où vous avez un roi de France qui est détenu qui a été capturé et détenu par l'un de ses propres vassaux. Donc c'est vraiment, on n'imagine pas quelque chose comme ça se passer, même sur une période un peu plus récente. C'est vraiment assez incroyable. Et donc le royaume est vraiment dans une situation assez difficile. Donc voilà, maintenant qu'on a placé le contexte, on va parler de la vie de Saint Gérard lui-même. Alors, bon, vous comprenez bien qu'on a une période assez reculée et qu'on n'a pas nécessairement tous les détails sur le parcours de Saint Gérard, surtout que c'est pas forcément un saint qui est particulièrement connu, et en particulier sur sa vie, hein, sur ses premières années. Bon, on n'a pas beaucoup de détails. On sait juste qu'il est probablement né aux alentours de 870 et qu'il était originaire de Belgique. Donc c'est quelqu'un qui vient voilà, du nord et qui a eu reçu l'évêché de Mâcon, donc il devient le 25e évêque de Mâcon en 896. Et il faut le dire, hein, sous la mitre, eh ben, il va faire de véritables merveilles. Il va vraiment avoir un impact très 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 positif sur son diocèse, parce que c'était un homme qui était très sage, très cultivé, qui était très impliqué dans la vie, dans le développement de ce diocèse. Et voilà, c'était un homme qui était véritablement bon. De toute façon, on ne devient pas saint par hasard, hein, ça vous l'avez bien compris. Et durant son épiscopat, voilà, il va développer tout ça. En particulier, il va construire énormément d'églises. Alors, on pourrait se dire, oui, bon, la belle affaire de construire des lieux de culte. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, des églises, ce ne sont pas seulement des endroits où on prie, ce sont aussi des endroits où on va pouvoir accueillir des gens, des nécessiteux, on va pouvoir comme ça constituer des bases à partir desquelles on va pouvoir développer des actions de bienfaisance. Ce sont vraiment des endroits qui sont un peu comme des centres sociaux, hein, finalement. Hein. C'est pas très correct de dire ça, mais c'est une réalité. En fait, les églises permettaient de faire rayonner comme ça et la foi et aussi une certaine action sociale, même si le terme est un peu galvaudé pour l'époque.
Et donc, comme ça, il va développer tout un ensemble d'œuvres pour améliorer la vie des habitants, à un moment, vous l'avez bien compris, où vous avez énormément de destruction, de prédation, où la vie en plus était particulièrement rustique, parce que on a une époque où vous n'avez plus, on va dire, les grands aménagements de l'époque impériale, hein. Ça fait presque 5 siècles que l'Empire romain s'est effondré, avec toutes les destructions qui ont eu lieu par la suite. Et en même temps, on n'est pas encore revenu à une époque où vous aviez des aménagements un peu plus, comment dire, des aménagements urbains notamment, des fontaines, des choses comme ça qui permettent d'avoir une vie un peu plus confortable. Donc la vie à cette époque-là est particulièrement difficile. Vous pouviez avoir des famines, vous pouviez avoir des épidémies qui pouvaient euh, vraiment dévaster des régions entières. Donc à cette époque-là, le rôle de l'Église est particulièrement important. D'ailleurs, Saint Girard, il a vraiment conscience de l'importance de ce rôle dans la création ou même la reconstitution d'une société un peu plus facile à vivre. Et il va constituer comme ça, donc on l'a dit, il va participer à la construction d'églises, mais aussi d'institutions un peu plus importantes. Et particulièrement, en 909, eh bien, il va participer à la fondation de l'abbaye de Cluny, qui se trouvait dans son diocèse. Donc voilà, c'est pas rien quand même l'abbaye de Cluny. Je pense que même si vous n'êtes pas forcément très orienté sur la culture chrétienne, vous devez déjà en avoir entendu parler. C'est aujourd'hui un monument majeur dans cette région-là, et même au niveau de la France. Et Saint Gérard, eh bien, il a participé à la fondation de cette abbaye. Il était un ami personnel des premiers abbés de Cluny, donc Saint Odon, Saint Mayol et Saint Bernon. Et surtout, il a fait en sorte de donner une certaine indépendance à cette abbaye. L'abbaye était une abbaye immunitaire, c'est-à-dire qu'elle n'avait de compte à rendre qu'au pape lui-même. Parce qu'en fait, à l'époque, souvent, les institutions religieuses étaient rattachées au pouvoir en place, au pouvoir local, donc principalement au pouvoir des nobles. Et donc le fait de pouvoir bâtir comme ça cette abbaye immunitaire, de la mettre sous la protection du pape, eh bien ça faisait en sorte que l'abbaye était protégée des prédations des nobles et aussi, il faut le dire, hein, de la corruption d'une partie du clergé à cette époque. Cette protection donc va permettre à l'abbaye peu à peu de se développer au cours des siècles suivants et ça va vraiment permettre la renaissance de tout un mouvement monastique. Donc la première phase du mouvement monastique c'est plutôt au VIe siècle avec la règle de Saint Benoît et en fait dans les siècles suivants, donc au XIIe siècle, grâce à Cluny, vous avez la renaissance de ce mouvement monastique et Cluny va vraiment constituer un centre intellectuel de premier plan à cette époque avec tout un réseau qui s'étend tout un réseau de monastères qui s'étend en fait comme ça en Europe occidentale. Donc voilà, on retrouve aux racines même de cette abbaye de Cluny Saint Gérard de Mâcon qui, par ses œuvres, voilà, a réussi à faire en sorte de restructurer comme ça une grande partie de la société. En parallèle de cette action sociale et religieuse, eh bien, Saint Gérard de Mâcon va également avoir un rôle politique important. Tout simplement parce qu'il va être amené à s'opposer directement aux grands seigneurs qui avaient des actions de prédation contre les biens de l'Église, et ces biens de l'Église qui servaient aux biens de la population. On pourrait considérer effectivement que, en fait, cette lutte entre un évêque et un seigneur local, finalement, c'est juste la lutte entre deux pouvoirs qui vivaient comme des parasites aux dépens du peuple. Mais je crois que c'est vraiment une vision qui ne prend pas en compte le rôle de l'Église à cette époque, hein, que j'ai développé, donc un rôle de protection de la population contre les excès des nobles, parce que en fait l'Église permettait de faire un contre-pouvoir à la noblesse, et principalement un contre-pouvoir qui n'était pas basé sur la violence, mais sur une certaine morale, une certaine conception de ce qui était bien et ce qui était mal. Et donc l'Église pouvait, sous menace d'excommunication, permettre à un grand seigneur finalement de rentrer dans le rang pour épargner la population. L'Église avait également un rôle social, on en a pas un petit peu parlé, vous aviez énormément
d'actions d'éducation, vous aviez des actions sociales au profit des plus faibles, vous avez la création d'hospices, etc. Et puis, vous aviez également un rôle presque de diplomatie interne, on pourrait dire, pour mettre en place une paix locale, pour éviter que les provinces ne soient ravagées par notamment les guerres entre les différents seigneurs. Donc voilà, tous ces éléments, ce sont des choses qu'on ne peut pas enlever à l'Église. Bien sûr, ce n'est pas une institution qui est en tant que telle, qu'institution temporelle, n'est pas infaillible, mais elle a joué un rôle considérable dans la constitution du pays, et ça, il faut vraiment le prendre en compte si l'on veut comprendre aussi l'action de Saint Gérard à cette époque. Et donc, en particulier, Saint Gérard de Mâcon, eh bien, il va participer en 915 à un concile à Chalon-sur-Saône. Et lors de ce concile, en fait, il va parvenir à rallier les différents prélats pour contraindre Raculf, donc Raculf qui était le comte de Mâcon, à rétrocéder les biens de l'église Saint-Vincent qu'il avait spoliés. Et il a réussi à le faire parce tout simplement ils ont menacé le comte de Mâcon d'être excommunié. Et donc face à cette menace, eh bien, le comte a décidé de rendre les biens qu'il s'était appropriés. Donc voilà, ça a été un véritable succès et ça a permis de rétablir un peu la balance des pouvoirs, notamment face à une noblesse qui à cette époque n'avait pas de contre-pouvoir, hein. Donc c'était voilà, très important pour la population locale et pour la politique locale d'avoir ce seigneur qui a pu être ramené dans le rang. Et donc à partir de là, à partir de cette première victoire, eh bien, Saint Gérard de Mâcon va développer finalement une réputation de personne très pieuse, qui était véritablement attachée à faire le bien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose je pense qu'il essaie aussi de mettre en avant d'une certaine manière, puisqu'on a retrouvé un document qui a été signé par lui, qui a été fait en 919, et il signe en rappelant qu'il est un évêque indigne et un pécheur. Donc, marquer ça dans un document officiel, ça dénote vraiment d'une volonté, en tout cas, de s'afficher comme étant très humble et très dévoué à faire le bien. Et grâce à son abnégation, grâce au sacrifice et au risque qu'il prend, hein, parce qu'il y a un véritable risque quand même de s'opposer aux nobles, eh bien, il va comme ça construire cette réputation. Il va établir des liens de confiance très solides avec le reste de la population. Et vous allez avoir comme ça de nombreux fidèles qui vont être amenés à céder tous leurs biens pour suivre les paroles de l'Évangile. Si vous avez lu le Nouveau Testament, vous savez que dans les Évangiles, vous avez des personnages assez riches qui décident, après avoir écouté Jésus, de donner tous leurs biens et de suivre les Écritures, de suivre la parole de Jésus et de changer radicalement de vie, tout simplement. Et en particulier à l'époque de Saint Gérard, en fait, ces personnes, ces fidèles qui vont céder leurs biens, ils le font avec d'autant plus de confiance qu'ils savent que Saint Gérard va utiliser toutes ces richesses à bon escient au profit de la population, pour ramener la paix, pour ramener la prospérité. Donc, d'une certaine manière, ça conforte ces gens dans l'idée qu'il faut continuer à donner et qu'ils peuvent faire ce sacrifice sans prendre le risque que ce soit spolié pour des choses pas forcément importantes ou pire pour de l'enrichissement personnel, ce qui arrivait à l'époque, hein, évidemment. C'était quelqu'un, donc Saint Gérard, hein, vous l'avez compris, qui défendait constamment le faible contre le fort, et ça ne lui a pas attiré que des amitiés. Quelque part c'était écrit, c'était inévitable. Et en 926, il a dû s'opposer au seigneur de Bâgé, qui avait pris le contrôle d'une partie de Mâcon. Et donc, cette fois-ci, ce qu'il va faire, tout simplement, puisque là, pour le coup, il n'a pas réussi à rallier le reste du clergé à sa cause, eh bien, il va tout simplement lever une petite armée pour aller contraindre le seigneur de Bâgé à lui obéir, à rendre le contrôle de ce territoire,
et faire en sorte que voilà, on arrive à faire entendre raison au seigneur de Bâgé. Hélas, ce ne sera pas suffisant, il ne va pas réussir à contraindre ce noble, et donc pour le coup, c'est un véritable échec hein, pour Saint-Gérard, et au-delà de ça, je crois que ça a été une véritable déception, un moment de profond dégoût par rapport à la société de son temps, et on voit bien, c'est un personnage qui était, dans une certaine mesure, un peu en décalage par rapport à sa société. Lui, c'est quelqu'un qui était très pieux, qui aspirait à une certaine pureté dans ses actions, dans sa conception de la société. Et face à cela, il y avait des gens, nobles ou non hein, d'ailleurs, comment dire, qui étaient dans le rapport de force, qui ne voyaient que par leurs propres intérêts. Et donc, je pense qu'à force de vivre dans cette société-là et de constater le décalage qu'il y avait entre ses aspirations et la réalité, il, a, il en a nourri un profond dégoût finalement. Et donc, eh bien, il va décider en 926, suite à cet échec, de se retirer du monde, tout simplement. Et il va choisir de s'établir à Brou. Donc on revient à notre fameux monastère de Brou. Donc il s'établit juste là à côté de la ville de Tanus à l'époque. Donc c'était l'ancien nom de la ville de Bourg. Pardon. Il va s'établir en 927, donc faire le chemin, il y a une trentaine de kilomètres à peu près, et s'établir à cet endroit. Alors à l'époque, il s'agissait d'une forêt qui était assez ancienne et la légende disait que cette forêt avait poussé sur les ruines d'une ville qui avait été rasée par les troupes d'Attila, donc 5 siècles auparavant. Et effectivement, hein, il y a eu de nombreuses découvertes qui ont été faites qui dataient de l'époque romaine et qui suggèrent qu'il y a eu une occupation assez ancienne à cet endroit et qu'effectivement il y a une ville qui avait été détruite à Brou. Donc, évidemment, Saint-Gérard ne connaissait pas tout ça, n'était pas au courant de tout cela, mais bon, voilà, il était dans cette forêt et il va vivre en ermite, comme ça, éloigné des affaires du monde. Et en même temps, on pourrait se dire effectivement qu'il y a une volonté de rupture, de lâcher complètement le monde et de le laisser faire son propre chemin, finalement, sans chercher à l'influencer. Mais je pense au contraire que Saint Gérard, eh bien, il n'avait pas vraiment abdiqué cette volonté d'aider ses contemporains. Alors vous pouvez me dire c'est un peu contradictoire parce que si quelqu'un cherche à aider ses contemporains, au contraire, il faut qu'il s'implique dans la vie sociale, il faut qu'il s'implique dans la société pour lui faire changer de voie et faire en sorte que telle ou telle chose n'arrive pas. Eh bien, je crois que c'est vraiment le contraire. Donc, pour comprendre cela, en fait, il faut aussi se plonger dans la culture chrétienne, il faut lire la Bible et comprendre un peu comment ces écritures ont forcément influencé la vision de Saint Gérard, hein, parce que évidemment c'était un prélat, donc il était forcément imprégné de toute cette culture et de tous ces textes. Et en fait, quand vous lisez la Bible, que ce soit d'ailleurs l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a énormément de passages où Jésus ou un autre prophète se retire de la société pour mieux porter son message. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que plutôt que de se mettre en plein cœur d'une ville et d'essayer comment dire, d'amener les gens à voir les choses de manière différente ou quoi que ce soit, en fait, il va se mettre un peu à l'écart de cette société et il va pouvoir, par son action individuelle, on va dire, et par son comportement au quotidien, incarner ses idées. Et en incarnant ses idées à une échelle un peu plus restreinte, il va être amené à avoir une influence sur des gens qui vont il va être amené à avoir une influence sur des gens qui vont en entendre parler, évidemment. Et donc, ces gens vont être intéressés par ce personnage, vont aller le rencontrer, vont aller voir comment il vit, quels sont ses préceptes. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, eh bien, il va pouvoir développer tout un ensemble, un aura particulier et avoir développé un certain nombre de fidèles, tout simplement.
Évidemment, dans la Bible, vous vous souvenez de l'épisode du Mont des Oliviers, c'est exactement ça, c'est-à-dire que plutôt que de rentrer dans Jérusalem et d'avoir à affronter les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux à l'époque, eh bien, Jésus va se retirer sur le Mont des Oliviers et va pouvoir comme ça parler aux gens qui viennent le voir à l'extérieur de la cité. Et voilà, je suis persuadé que Saint Gérard, il avait à peu près la même vision en tête, il avait la même ambition d'une certaine manière. Il était forcément influencé par les Écritures, et donc il choisit de se retirer euh, à Brou et d'adopter une vie d'ermite. Alors, la vie d'ermite, hein, c'est évidemment une pratique courante dès les origines du christianisme. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Vous avez de nombreux ermites qui ont, comment dire, qui ont vécu entre l'avènement du Christ et puis la période de Saint Gérard, et surtout après la période romaine, donc après notamment le fait qu'il y a eu énormément de martyrs pendant cette période-là. Eh bien, la vie d'ermite, c'était un moyen pour ces personnes d'atteindre la sainteté. Donc c'était vraiment une voie qui permettait d'être reconnu comme saint. Mais en fait, en ce qui concerne Saint Gérard, eh bien, c'était un évêque déjà. Il avait une participation dans la vie sociale qui était très très importante au préalable. Et donc, quand il va se retirer en tant qu'ermite, évidemment, il va pas forcément, il va pas réussir à se couper complètement de son ancienne vie. Et donc vous avez de nombreuses personnes qui vont venir le visiter à Brou, qui vont faire le déplacement, et même qui vont carrément s'établir auprès de lui. Peut-être aussi des gens, hein, qui partageaient cette aspiration à échapper aux réalités politiques du siècle, à échapper à une certaine violence, et donc voilà, qui vont s'établir auprès de Saint Gérard à côté de Brou. Et voilà, d'une certaine manière, en fait, je crois que c'était un peu le pari réussi de Saint-Gérard, c'est-à-dire de bâtir un modèle de contre-société, de pouvoir s'écarter de ce qui existait donc à Mâcon, et de s'établir en marge de la société et de bâtir quelque chose d'autre. Et donc, je dis bâtir parce que vraiment au sens propre, à partir du moment où vous avez toute cette population qui va s'établir à côté de lui, eh bien, il va devoir rapidement construire une église et puis un monastère, tout un ensemble de bâtiments qui vont permettre d'accueillir ces gens qui se joignaient à lui. Et jusqu'à sa mort, en 958, Saint Gérard va incarner dans sa vie les principes du christianisme, et il va contribuer comme ça à répandre le bien autour de sa personne et à forger cette petite communauté qui devint le fameux prieuré. Donc il lui-même fut le premier prieur du prieuré de Brou. Et donc c'est cette petite communauté qui comme ça va se perpétuer à travers les siècles jusqu'au XVIe siècle, lorsque Marguerite d'Autriche, eh bien, va racheter ce prieuré de Saint-Gérard pour construire un nouveau monastère, le monastère que l'on peut encore admirer aujourd'hui à Bourg-en-Bresse. Alors, quelles leçons peut-on tirer de la vie de Saint-Gérard, de son parcours? Moi, je trouve que, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de traiter de ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Si on y réfléchit 2 secondes, on vit quand même dans une société qui est ultra connectée, on est au courant du moindre fait divers à travers le pays, il y a le moindre événement à l'autre bout de la planète, évidemment ça nous affecte, ça nous angoisse. Vous avez également des pans croissants de notre existence qui sont régis par l'État, par l'Union européenne, par même des institutions qui sont encore plus globalisantes. Et ça peut être parfois extrêmement pesant comment dire, d'avoir l'impression d'être dans une immense machinerie qui peut potentiellement nous écraser, quoi. Et, euh, et justement, cette approche centralisée, le fait de participer comme ça à un écosystème qui est très très développé et très connecté, eh bien, elle pose un problème parce que en fait, tout simplement, on peut avoir l'impression en tant que citoyen qu'on n'a plus la possibilité de s'opposer à certains mouvements et qu'on peut être broyé comme ça par les événements.
Ça arrive, hein, vous avez des crises économiques, par exemple, qui ont littéralement ruiné des populations entières. Vous avez des événements politiques qui broient des destins. Et donc, oui, oui, c'est quelque chose qui n'est pas propre au Xe siècle. À notre époque aussi, c'est également le cas. Et donc, euh, et donc, cet individu moderne qui n'arrive pas à dépasser les réalités du siècle, qui potentiellement peut être amené à disparaître en fonction de tel ou tel impact économique ou politique, eh bien, il est dans la même situation que Saint Gérard au Xe siècle, qui, en dépit de tous ses efforts, en dépit de ses vertus, ne parvenait pas à dépasser certaines réalités de son siècle et ne parvenait pas à imposer sa vision et à répandre sa conception du bien finalement. Et c'est vrai que quand on considère la manière dont on veut changer le monde dans notre système centralisé, et c'est particulièrement le cas en France, on se dit, bon, il faut voilà, il faut faire des élections, il faut monter dans la pyramide sociale, prendre le contrôle du haut de la pyramide, et à partir du haut de la pyramide, imposer un changement qui va nous permettre d'avoir une meilleure société. Et en fait, l'approche de Saint-Gérard, elle est tout à fait inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas changer la société en partant du bas de la hiérarchie, en partant vraiment de la base, et au fur et à mesure, comme ça, d'étendre sa conception de la société, sa conception du monde, et de montrer en incarnant les valeurs que l'on porte, qu'il y a une autre voie possible, et de rallier un maximum de gens à cette voie. Et c'est également c'est exactement ce qu'ont essayé de faire un certain nombre d'ermites à travers les époques. Et Jésus lui-même, hein, d'une certaine manière, en fait, c'est cette capacité à se retirer de la société, d'incarner ses valeurs, cette approche différente, de montrer qu'elle est réalisable à un petit niveau, et donc ensuite qu'on puisse la répandre à une plus grande échelle. Alors, évidemment, ce discours-là, il n'est pas inédit. Vous avez de nombreuses personnalités publiques en France, qui soient politiques ou non, qui se sont exprimées et qui ont agi pour un retour au local, à la gestion communale, voilà, sur un arc politique qui est très vaste. Hein, ça va de la gauche, vous vous souvenez, hein, des zones à défendre, les zadistes, à la droite, avec des communautés traditionnelles, principalement d'inspiration chrétienne, et aussi en passant, il faut le dire, par le centre, avec, vous savez, les néo-ruraux, un peu voilà, ces bobos qui vont s'installer dans des villages pour essayer d'avoir accès à une société différente, à une vision des choses un peu différente. Donc c'est quelque chose qui parle à travers la population française, quelle que soit son orientation idéologique ou politique. Et vous-même, je pense que ça a dû vous arriver, hein, des fois, de vouloir vous retirer du monde, dans une certaine mesure, hein, pas forcément d'avoir une coupure drastique, mais pourquoi pas d'avoir voilà, une petite maison autonome avec votre potager, votre propre capacité à produire de l'énergie, de ne pas avoir de compte à rendre à d'autres personnes, et puis de développer peut-être un mode d'échange et de fonctionnement avec vos voisins qui soit un peu plus sain et qui permettent vraiment d'avoir une prospérité sans chercher à forcément écraser les gens autour de vous. Et quand j'y repense, c'est vrai que c'est un peu moi-même, hein, la vision que je développe dans l'invitation de Bacchus, où vous avez ce personnage qui est très urbain, très ancré dans la modernité, qui va être amené à renouer avec un mode de vie un peu plus retiré de la société, mais qui est peut-être aussi plus sain, euh, qui, euh, qui incarne quelque part d'autres valeurs, voilà, l'attachement à un territoire, à la terre, à la famille, à la tradition, à la perpétuation aussi d'une destinée, comme ça à travers les générations, qui permet de donner du sens à l'existence. Et cette idée, voilà, elle n'est pas nouvelle. Comme je viens de l'expliquer, on la retrouve à travers l'histoire. Et actuellement, même outre-Atlantique, c'est assez populaire. C'est ce qu'on appelle le néo-monachisme. Donc vraiment principalement chez les protestants. Et vous avez des gens qui pensent que le renouveau de la société ne peut passer justement que grâce à des communautés qui vont
se couper du monde pour inventer de nouvelles formes de coopération sociale, peut-être un peu plus efficaces, un peu plus à l'épreuve des crises, et qui constituent quelque part des laboratoires comme ça à partir desquels on pourrait développer ces formes de coopération et ensuite les étendre à travers le monde. Donc voilà, finalement il y a une sorte de continuité hein, du point de vue de ce modèle de Saint-Girard et même d'ailleurs avant lui, jusque dans notre monde moderne euh, et, euh, et qui permettrait potentiellement de faire face aux différents défis. J'avais d'ailleurs écrit il y a quelques années, je pense il y a 2 ans, j'avais écrit un article sur les zones blanches. Et donc l'idée c'était qu'à partir de ces zones-là où eh bien, vous avez un recul potentiellement des services de l'État, de la présence de certaines institutions, vous pourriez avoir l'essor de nouvelles formes de, de coopération, de nouvelles formes de production également. Et donc potentiellement que la désertification rurale, à terme, pourrait donner naissance à un renouveau au niveau des territoires qui pourrait ensuite se communiquer au reste de la société. Voilà, et écoutez, c'était ce que m'avait inspiré cette histoire de Saint-Gérard de Mâcon. Je pense effectivement que, vous savez, des fois, on a tous un peu nos idées sur ce que devrait être le monde, ce que devrait être la France, comment il faudrait se comporter, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est vraiment déjà de pouvoir incarner ces valeurs à son échelle, de pouvoir se comporter tel qu'on voudrait que se comportent les autres, quelque part. Donc, vraiment, bon, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent hein, dans certains écrits, dans certaines philosophies, mais euh, si on veut changer le monde, bah, il faut peut-être déjà commencer par se changer soi, tester ce que l'on prêche à son échelle personnelle, peut-être ensuite à une échelle un peu plus locale, et puis si ça marche, eh bien pourquoi pas l'appliquer au reste du monde. Mais vouloir le faire dans le sens inverse, ça provoque souvent quand même de grandes catastrophes. Donc j'espère qu'on saura s'en prémunir. Et puis ma foi, eh bien écoutez, si vous-même vous avez peut-être des choses ou une vision du monde à apporter, eh ben, essayez de le faire déjà à votre niveau. Voilà, et eh bien écoutez, je crois que c'était, enfin je sais pas que je crois, j'en suis sûr, c'était le dernier podcast dans la région de Lyon. Donc à partir de vendredi, je me déplacerai pour aller vers La Rochelle pour un événement familial. Donc voilà, ce sera l'occasion de revoir tout le monde, ça va être très sympa. Je n'y resterai pas longtemps parce que j'ai encore beaucoup de travail sur le manuscrit. Là, j'ai écrit plus de la moitié, donc je suis très content. Notamment, là, depuis quelques jours, j'ai enfin réussi à percer et à faire en sorte que l'intrigue se développe bien comme il faut, avec vraiment un scénario qui permette de tirer le lecteur. Donc ça, j'en suis assez content. C'est vraiment une petite victoire à mon niveau. Maintenant, il faut transformer l'essai. Et donc, j'ai besoin encore ouais, d'à peu près 3 semaines pour développer le manuscrit. Donc, je vais très rapidement quitter La Rochelle pour arriver à Amiens. Donc, j'ai pris un logement par là-bas. C'est une région que je connais absolument pas. Donc, écoutez, si vous avez des recommandations à me faire sur les visites ou pour le podcast ou pour autre chose, eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas non plus à me faire signe. Hein, ce sera l'occasion d'aller se boire un café ou autre chose. On n'est pas sectaire. Voilà, écoutez, je pense que je suis assez, comment dire, je suis assez impatient d'arriver à Amiens. On m'en a dit le plus grand bien, donc je pense que ça va être vraiment très sympa. Ce sera l'occasion aussi de faire 2 salons. Donc vous aurez le salon du vin de Beauvais, ce sera le 8-9, et à la fin du mois de mars, le salon d'Armencourt, donc c'est dans la région de Gisors, vous voyez un peu par là-bas, au nord-ouest de Paris. Et donc ça va être vraiment sympa, ce sera l'occasion de rencontrer de nouveaux lecteurs et puis de proposer mes différents ouvrages. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour l'actualité. Je vous retrouve très probablement la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui portera, eh bien, je n'ai pas encore décidé, mais sur
sur un personnage ou un destin particulier, probablement de la région de La Rochelle. À bientôt, à la semaine prochaine.